Bonsoir Palace Adonis, bonsoir. Oudjat, bonsoir. Richard Adam, bonsoir. Lars Old School, bonjour. Aider le Yémen, eh oui, pauvre Yémen. Ouais, c'est terrible. C'est terrible d'assister à la destruction d'un pays pour des intérêts impérialistes. Glenn Stevens, hello. Romain Dedon, bonsoir. Samir El Ayeshi, ami du soir, bonsoir. Akli Nourdin, je vais bien, alhamdoulilah. Kad Shemoy, salam. Hantout Hafid, salam alaikum, alaikum salam. Rémi Royer, Jimmy Tam, Noir Ouetfel, Virginie Hajej. Merci Virginie, le plaisir est partagé. Hicham Hamdaoui du Maroc. Bonjour la patrie. Jean Neymar. Kidair Bicher. Bicher. Abdou Wazani, bonsoir Doujda. Sympa. Samir Yousfi, Shalom, Salam. Ahmed Touzani, bonsoir. Youssouf Haj Moussa. Mohamed Adnan, bonsoir. Jérém Sious, bonsoir. Hélène Grévin, bonsoir. Quand même, Hélène, vous exagérez un peu, mais ça fait rien. Ça fait toujours plaisir un compliment. Alors, Mehdi Don Brahmi. Waouh, Don Brahmi. Vous êtes de Sicile? Alors, merci pour le compliment. Alors, Samir Layachi, quel est le sujet de ce soir? Alors, je vais commencer par une question sur l'Afrique qu'une amie m'a posée. Je continue avec deux petites questions personnelles. Et après, c'est en fonction. J'ai une liste des questions, et à moins que vous me posiez des questions, voilà. Réduction ad Hitlerum. Bonsoir. Oui, c'est pas mal la réduction ad Hitlerum. Alors, Taman Rasset, waouh. Jimmy Tam. Le désert, ah, super. Mohamed de Bruxelles. Bonsoir Khalid. Nazik, bonsoir. Ah, c'est vous qui m'avez demandé sur l'Aïdoula. Je vous ai pas. Ça y est, je vais vous dire, je n'ai pas le temps de répondre individuellement à chacun. Voilà. Pour que vous le sachiez, je reçois pas mal de, de demandes. Et je ne peux pas faire une conférence pour chacun. Enfin, je veux dire, je suis désolé. Donc, je réponds de façon brève. Voilà, désolé. Enfin, à moins que vous me posiez des questions ici, c'est pour tout le monde. Donc, je peux le faire. Voilà. Ben oui, voilà. C'est terrible. Enfin, le Yémen, c'est un des plus vieux pays enfin, il a plus de légitimité que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un ramassis de gens incultes qui n'ont aucune tradition architecturale, culturelle, vraiment des bédouins sans passé, sans foi ni loi, qui sont enrichis d'un coup et qui sont devenus les larbins de l'Occident. Enfin, c'est atroce. Alors que le Yémen, regardez l'architecture du Yémen, enfin des villes du Yémen, c'est magnifique. Enfin, où est-ce qu'ils ont ça en Arabie Saoudite? Ouais. Bon, ouais, attentat à Québec. Ouais. Alors, Sabri, je resterai ferme sur mes positions.
Bien. Kalim, oui, contre une mosquée, ouais. Euh, je vous rappelle, enfin, que en 1995, un médecin, un colon, médecin sioniste, Baruch Goldstein, était entré dans une mosquée à Hébron et il a assassiné 29 fidèles musulmans et il en a blessé plusieurs autres. Et à l'époque, c'était Yitzhak Rabin qui était Premier ministre, donc 1994, en tout cas, il était Premier ministre avant son assassinat, et il n'a pris aucune mesure, voilà, contre la colonie de Hébron. Si des gens avaient des illusions sur les velléités pacifiques des sionistes, je crois qu'ils devraient les oublier. Voilà. Et il ne faut pas leur faire confiance en aucune façon. Voilà. Donc, à la demande d'une amie, Mariam, elle m'a demandé de faire un petit topo sur l'Afrique. C'est vrai qu'on n'a jamais évoqué. Bon, je ne suis pas. Je pense quoi pour l'affaire entre l'Algérie et Israël? Il n'y a pas d'affaire entre l'Algérie et Israël. Je pense qu'on monte comme ça des petits trucs, mais il n'y a rien du tout. Vous savez, j'avais dit une chose, aucun pays arabe, donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, aucun pays arabe n'ose lever le petit doigt contre Israël. Voilà. Réellement, c'est-à-dire concrètement, par exemple, envoyer une flottille, acheter des terres, par exemple, après tout en Cisjordanie. Les Juifs américains le font. Pourquoi les Arabes ne le feraient pas? Ils ont du fric. Mais ils sont tétanisés. Tétanisés. Voilà. Alors qu'on ne me raconte pas. Enfin bon, en tout cas. Donc, je vais faire un petit topo sur l'Afrique. Après, je vais commencer par deux petites questions qui me concernent sur le plan Facebook. Et puis après, j'attaquerai. Ah oui, ça, elle est bonne. Oui, elle est très connue, Noir. Les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est depuis le début, hein, depuis l'époque de Nasser, et enfin, c'est terrible. Comment je vois l'avenir des USA? Bah, comme un grand empire. Voilà, il sera toujours un empire, enfin toujours, sauf une guerre, comment dire, une guerre nucléaire. Parce que sans une guerre nucléaire, je ne vois pas comment on pourrait détruire enfin, ce pays. Maintenant, c'est vraiment un empire bien installé, quoi. Voilà. Et qui a les moyens, hein, il ne faut pas oublier. Pour moi, les USA restent la première puissance mondiale et de loin. Voilà. Ne serait-ce que regarder les bases militaires qu'ils ont autour du monde. Enfin, c'est hallucinant. Ils ont peut-être, je ne sais pas moi, 50 ou 100 bases. Aucun pays n'a même le centième de ça. Arafat avait-il des sourires? Peut-être. Donc, je voulais dire, l'Afrique voilà, l'Afrique a été un terrain de jeu, enfin, de conquête, d'exploitation depuis 3 siècles à peu près, depuis 4 siècles. Et les pays occidentaux, c'est-à-dire jusqu'à une époque récente, c'est-à-dire jusqu'à à peu près les années 1930, les pays occidentaux n'avaient aucune conscience morale. Ils sont allés en Afrique, ils ont pris des millions d'esclaves, ils les ont déplacés aux États-Unis, en Amérique latine. Ils ont utilisé des... Tenez par exemple, vous connaissez Georges Simenon. Georges Simenon est un des plus grands écrivains à mon sens. Et il a été en Afrique pendant 2-3 mois et il a écrit un livre qui s'appelle Les Heures nègres. Et c'est très intéressant de voir comment en 1930-31 on voyait les Noirs. Et il a écrit 2 romans qui se déroulent en Afrique. C'est intéressant de voir la vision parce que, enfin, voilà, c'était une vision réaliste.
Et donc c'était une exploitation, mais de manière brutale et hontée, cynique. En 1885, il y a eu le traité de Berlin, c'est-à-dire que les pays coloniaux, à l'époque c'était les deux grands, la France et l'Angleterre, l'Allemagne un peu aussi, ils sont partagés l'Afrique. Voilà, ils sont réunis et puis ils ont dit, bon, très bien, regardez les frontières africaines, hein, c'est des lignes droites, et ils se sont dit, ok, bon, moi je prends ça, tu prends ça, etc. Et donc les frontières passaient entre les tribus, amalgamer des tribus qui étaient antagonistes, alors que les Africains ne vivaient pas comme ça, et donc ça allait être source de toutes ces tensions futures. En 1958-60 a commencé la vague de décolonisation. Et bon, parce que vous savez, l'Occident n'a pas fait ça pour les beaux yeux des Africains, parce qu'il fallait le faire. Voilà. C'est-à-dire, il est arrivé un moment où on ne pouvait plus coloniser, mais ils se sont bien arrangés pour placer leurs hommes, c'est-à-dire des types corrompus qu'ils pouvaient exploiter ou sur lesquels ils pouvaient faire des pressions. Pour vous donner deux exemples, oui, j'ai parlé à Al-Mayadine TV, oui, effectivement, Rachid, oui, c'est juste. Donc, en 1960, par exemple, il y avait un grand leader au Congo qui s'appelle Patrice Lumumba et qui n'avait pas l'intention de marcher dans la combine des colons, et donc on l'a fait assassiner, voilà, tout simplement. Et dans les années 80, je crois, 90, je ne me rappelle pas la date, l'année exacte, au Burkina Faso, il y avait Thomas Sankara, qui était quelqu'un qui voulait développer son pays en dehors des influences occidentales, etc. Bon, on l'a fait assassiner. Bon, vous savez, la liste est longue, c'est terrible, enfin bon. Et donc, l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que l'Afrique est riche en termes de territoire, en termes de sous-sol, et donc, pour l'Occident, l'intérêt, c'est d'exploiter au maximum ces terres en donnant le moins. Pourquoi, par exemple, l'Afrique consacre une bonne partie de son territoire, non pas à l'agriculture qui aurait permis aux Africains de se nourrir décemment, de couvrir les besoins alimentaires et donc d'éviter que les gens aillent en Occident, parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe, les gens n'ont plus de quoi manger, ben, tout simplement parce qu'une bonne partie du territoire africain est consacrée à la culture de produits nécessaires à l'Occident. Par exemple, l'huile d'arachide, par exemple les haricots verts au Kenya, etc. Et le café, alors que enfin, je veux dire, le café c'est juste pour l'exportation. Et le peu d'argent qu'on donne au pays contre ces produits, c'est pour acheter des armes, enfin voilà. Et donc en fait, ou bien le coton par exemple, le coton africain, il est enfin il est presque, il ne vaut presque plus rien parce que les Américains envoient du coton subventionné et donc ils détruisent la culture africaine. Et un autre fléau qui frappe l'Afrique depuis quelques années, des pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine, achètent des millions d'hectares. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, dans les zones fertiles, autour des grands lacs, etc. Enfin, voilà. Et vous savez, par exemple, en 1960, l'ONU avait déclaré, enfin avait invité les pays anciens, enfin les pays riches, à donner 1% du PIB pour le développement de l'Afrique. Évidemment, aucun pays ne l'a fait. Enfin, ils sont arrivés à 0,20%. Enfin, bon, c'est d'une hypocrisie terrible. Et bon, vous connaissez un peu la France-Afrique, c'est-à-dire on installe des bongos, des larbins qu'on utilise, etc. Et
enfin, il y a aussi une pénétration israélienne, alors qui a été très importante dans les années 50 et 60. Parce que ce qu'on ne sait pas, enfin, à l'époque, dans les années 50 et 60, Israël passait pour le petit pays socialiste qui s'est développé par ses propres moyens, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs, hein. Et donc qui a développé des connaissances, merci Mehdi, un bonjour au Canada, donc qui a développé des connaissances agricoles très, très importantes, et il avait aussi une entreprise de construction, et donc il y a beaucoup de relations qu'il avait développées avec l'Afrique. Et c'était important à l'époque pour l'État d'Israël, qui était assez boycotté par une bonne partie des pays de la planète. Et donc, mais ces relations, la plupart de ces relations se sont rompues après 1967 et surtout après 1973. Et là, le coup de génie des accords d'Oslo, encore une fois d'Yitzhak Rabin, c'est qu'en signant les accords d'Oslo, il a fait croire qu'Israël était sur la bonne voie vers une paix juste et durable, j'aime bien l'expression, avec la Palestine. Et donc beaucoup de pays africains ont commencé à reprendre les relations avec Israël. Aujourd'hui, Israël est quasiment, je dirais pas contrôle, mais disons une très grande influence sur, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du Darfour, et même l'Union des étudiants juifs de France, par exemple, SOS Racisme, avait défendu le Darfour, avec des acteurs comme Georges Clooney, par exemple. Mais tout ça, c'est monté par les sionistes pour diviser le Soudan et prendre le Sud-Soudan, en faire un État indépendant au service de l'Occident, au service d'Israël. Ils ont réussi d'ailleurs. Et Israël a une très grande influence dans l'Est, c'est-à-dire sur le Kenya, sur l'Ouganda. Ils ont des services spéciaux très performants. Et sur le plan diplomatique, aussi, récemment, là, ces 2 dernières années, Netanyahou est allé dans plusieurs pays africains. Et alors, tenez-vous bien, à la fin de cette année 2017, il va y avoir un sommet Israël-Afrique de l'Ouest. C'est hallucinant. Je veux dire, les victoires diplomatiques qu'Israël remporte, moi, c'est fascinant. Tout ça parce qu'il arrive à faire oublier qu'il colonise la Cisjordanie. Et ça, les Palestiniens, enfin l'autorité palestinienne en est responsable. Parce que c'est elle qui joue le jeu pour des avantages misérables. Voilà. Et bon, à peu près, bon, je suis pas... Disons que pour l'Afrique, vous savez ce qui s'est passé au Mali, etc. Bon, tout ça, les mouvements terroristes, enfin, c'est de la blague. C'est-à-dire, on peut les créer comme on veut, et surtout, on peut intervenir grâce à ce terrorisme pour contrôler l'uranium, par exemple. Cette région est très riche en uranium. Oui, je voulais dire la dette africaine. Ça, c'est très important. En fait, les pays africains, depuis qu'ils sont indépendants, ils sont endettés. Tout ce qu'on leur a pris avant l'indépendance, il est passé par pertes et profits. Allez hop, on repart de zéro. Sauf que les pays africains, depuis 60 ans qu'ils sont indépendants, ils ont payé nominalement parlant. Par exemple, mettons s'ils avaient emprunté 10 milliards, ils ont déjà remboursé plus de 10 milliards, peut-être 15 ou 20. Sauf que chaque année, ils payent des intérêts, ils ne remboursent pas sur le capital. Et donc, ils sont toujours étranglés, voilà. Et ça, c'est une manière de les contrôler, c'est-à-dire, enfin, de les étrangler comme on veut. Et c'est terrible de voir un pays, enfin, un continent de cette grandeur subir autant de destruction du... Enfin, vous savez au Nigeria ce qui se passe, enfin, je n'ai pas essayé de regarder des photos. Vous savez, les multinationales creusent des puits de pétrole, et puis elles laissent ça de manière... Enfin, c'est horrible.
Ils s'en fichent royalement. Enfin, ils, ils veulent vraiment tirer le maximum de ce continent grâce à des collabos sur place. Et malheureusement, enfin, c'est très difficile de prévoir un avenir, disons, à moyen terme, optimiste pour ce continent. Moi personnellement, je crois que c'est un continent qui, bon, bien sûr, il se développe, mais enfin, l'Occident, enfin, je dis l'Occident parce que ce sont les multinationales de l'Occident. C'est vrai que la Chine s'est introduite en Afrique récemment, mais elle ne se comporte pas comme les multinationales avec cette rapacité, etc. Maintenant, avant d'entamer quelques questions, de répondre à quelques questions, je voudrais vous dire deux petites choses par rapport à Facebook. J'ai découvert, bon, peut-être, je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert il y a seulement 10 jours à peu près, que Facebook filtrait les messages qu'on recevait, que je recevais. Et moi, je n'en avais aucune idée. J'ai découvert ça par hasard, je ne sais pas comment, je ne me souviens pas. Et donc, j'avais des centaines et des centaines de messages filtrés. Je suis remonté jusqu'à 2012. Et en fait, lorsque quelqu'un me disait, par exemple, tel vous engage à partager sur Messenger, je ne répondais pas parce que je ne savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai raté beaucoup de choses, des invitations, des contacts intéressants, etc. Et ce qui me gêne aussi, c'est que j'ai pu donner l'impression d'avoir snobé des gens. Voilà. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé en Messenger de m'avoir envoyé des messages et je n'ai pas répondu, etc. Et donc je lance voilà, ce message pour dire que j'étais de bonne foi, enfin que j'en ai souffert d'ailleurs. Enfin, quand je vois tous les messages auxquels je n'ai pas répondu et ceux qui probablement n'ont plus pris contact avec moi et ont supprimé ces messages. Et vraiment, je n'avais aucune conscience que Facebook, la messagerie de Facebook fonctionnait de cette façon. Je tombe des nues, voilà. Donc, si par hasard quelqu'un d'entre vous a subi enfin une espèce de silence de ma part, je vous prie de m'en excuser et enfin de dire que voilà, je n'y suis pour rien et si quelqu'un veut me recontacter pour Messenger, maintenant je fais attention chaque jour, je vais sur les filtered requests, comme on dit, et je réponds, voilà. Et je suis vraiment, enfin, je suis assez, enfin, bon, ça me gêne beaucoup, mais bon, voilà, c'est comme ça, je n'avais aucune idée. Alors, la deuxième chose, c'est que quand je fais des vidéos, je souhaiterais établir le lien, mettre un lien sur YouTube pour chaque vidéo. Bon, c'est vrai que je peux demander à X ou Y, mais j'aimerais bien le faire moi-même. Enfin, si c'est pas trop compliqué, parce que sur le plan technique, je suis pas très doué, mais enfin bon, si c'est facile, j'aimerais bien apprendre, parce que j'aimerais bien ouvrir un compte, enfin un truc spécial de mes vidéos dans un compte, comme ça les gens peuvent les voir, parce que sur Facebook, moi, ils disparaissent au bout d'un moment. Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible, techniquement parlant, je ne sais pas, je vous demande, est-ce que techniquement parlant, c'est possible de faire passer un direct, par exemple, sur Facebook et en même temps sur YouTube? Voilà. Si quelqu'un peut me donner la réponse, voilà, vous m'envoyez un message en MP et puis on en discute. Voilà. Et voilà, j'apprécierais parce que je pense que sur YouTube, ça peut avoir une plus grande, comment dire, une plus grande audience. C'est important que nos idées soient, comment dire, soient développées. Alors, donc, je vais prendre une question au hasard. Enfin, au hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, Didine Dino. Bon, le FMI, c'est pour maintenir la pauvreté. Bon, c'est évident, c'est-à-dire que en fait,
le FMI a été, enfin, il est sous le contrôle américain. Bon. Et donc, par exemple, mettons, quand le FMI veut prêter, ça s'est vu. Par exemple, je prends un exemple sur l'Égypte. Je ne sais peut-être pas cette année, mais en tout cas, c'est arrivé souvent pour l'Égypte. Alors, on dit à l'Égypte, bon, très bien, on vous prête, ça veut dire, on vous prête, donc de toutes les façons, vous allez être endetté, on va vous mettre la corde au cou, mais vous allez prendre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des émeutes du pain. Le FMI, lui, son intérêt, c'est que quand il prête de l'argent à un pays, il lui vient en aide, soi-disant, il lui dit, il faut que vous preniez des mesures, comment dire, il faut que vous supprimiez les subventions. Parce que les subventions, c'est des dépenses publiques, donc il faut faire une politique d'austérité. Et l'Égypte l'a fait, je ne sais plus quelle année, enfin. Donc il y a eu des émeutes terribles. Voilà. C'est le FMI, c'est vraiment un organe de contrôle et de répression, quasiment, contre pratiquement tous les pays. Même, je pense que même des pays développés, regardez la Grèce par exemple, enfin, peut-être que le tour de la France viendra un jour, enfin, à ce niveau-là. Je veux dire, la France a 2000 milliards de dettes, et donc elle est à la merci des banques étrangères, à la merci du FMI, etc. Bon. Mais la Grèce, voilà, dans quel état elle est, pourtant c'est un pays développé. Alors, eh oui, je ne savais pas, Reda, Facebook a une boîte de spam. Voilà. Alors, pour toi qui de la politique étrangère du futur président français en ce qui concerne le Maroc et le Marzen, de la part de Hantout Hafid Hantout. Alors, le Maroc a toujours été, c'est-à-dire depuis l'indépendance, a toujours été une espèce de chasse gardée de la France. Et donc la France, communiste et socialiste compris, hein, enfin communiste peut-être pas, enfin pour ce qu'il compte maintenant, enfin, ont toujours été bienveillants avec le Maroc. C'est-à-dire ils ont toujours fermé un œil, plus qu'un œil, sur les exactions commises par Hassan II, sur la politique actuelle de M6. Alors dès que M6 fait quelque chose, par exemple, il a fait un référendum bidon. Vous savez, quand il y a eu le printemps arabe, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait utiliser le printemps des peuples. J'ai trouvé la formule très bonne, donc enfin, voilà. Et donc, quand il y a eu le printemps des peuples, enfin le printemps arabe en 2011, le roi s'est précipité pour faire une constitution légèrement améliorée. Évidemment que le peuple a approuvé à 99%. Enfin bon. Et toute la France, enfin tous les médias français ont salué le courage de M6, sa clairvoyance, etc. Enfin bon, mais pour moi, c'est bidon, voilà. Et donc, en fait, c'est quasiment une vraie chasse gardée, voilà. Et donc, on ferme les yeux sur tout ce que fait le Maroc. Et je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, le Hassan II, il était très fort. Enfin, je pense que ça continue avec M6. Il y avait ce qu'on appelle le charme de l'hospitalité marocaine. C'est-à-dire, les journalistes, les hommes d'affaires, les politiques, etc., étaient régulièrement invités à Marrakech, à la Mamounia. Ils recevaient des cadeaux, des montres Rolex. Et c'était le défilé permanent, ça, tout ça. Bon. Et donc, ils revenaient, ils écrivaient des articles élogieux. En tout cas, il y avait rarement des critiques sur le Maroc. Voilà. Et je ne crois pas que ça changera grand-chose. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, je ne sais pas si je vais retrouver. Oui, Abdo Ouazzani. Voilà. Puisqu'on parle du Maroc, il me pose une question sur Moulay Hicham.
Alors, Moulay Hicham, c'est le cousin du roi. Le cousin du roi, c'est le fils, enfin, c'est le fils de Moulay Abdallah. Voilà. Moulay Abdallah était un grand noceur, le frère de Hassan II. C'était un joueur de poker, c'est un grand noceur, etc. Enfin, bon. Il avait l'air sympathique, enfin bon, et enfin, il est mort depuis pas mal de temps. Et il a un fils qui s'appelle Moulay Hicham, qu'on appelle d'ailleurs le prince rouge. Alors, il vit aux États-Unis, et de temps en temps, il lance, enfin, ce qu'on appelle une espèce de des trucs pour la démocratie. Voilà. Il veut démocratiser le Maroc, il dit que la monarchie actuelle n'est pas bien, enfin, et il tient des discours très, très progressistes, et enfin, il y a beaucoup de gens qui croient, enfin, qui marchent. Enfin, en tout cas, il est quasiment persona non grata au Maroc. Voilà. Je ne sais pas s'il est retourné, enfin récemment, il y a eu des funérailles, enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, disons, il est à couteau tiré avec M6 et il est persona non grata. Et donc, il passe dans le monde diplomatique, dans les cercles diplomatiques, etc., pour quelqu'un d'ouvert, un roi éclairé. Voilà. Moi, j'y crois pas. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, quelqu'un, quand on est dans l'opposition, on tient toujours de beaux discours. Ça, c'est tout homme politique le fait. Ne vous laissez pas prendre. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe partout. Hein. En France, regardez les gens qui sont dans l'opposition, Dupont-Aignan, enfin, je les cite tous, enfin, je veux dire, je sais pas moi, non, enfin, Mélenchon, il n'est pas dans le, oui, il est dans l'opposition. Et en fait, voilà, ils tiennent de beaux discours, à les entendre, enfin, ils veulent uniquement faire le bien du peuple, etc. Bon, très bien. Et donc, bon, Moulay Hichem, je pense qu'il a envie de devenir vizir à la place du vizir. Vous connaissez la BD, là, elle est très bonne. Is no good. Celui qui veut devenir vizir à la place du vizir. Et moi, je pense que c'est un homme de l'Amérique, c'est-à-dire des Américains, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qu'on peut éventuellement, on ne sait jamais, hein, si par exemple le roi venait à être, enfin, s'il y avait des soulèvements qui obligeraient le roi, enfin, on ne sait jamais, je ne sais pas ce qui peut se passer. Disons, c'est une carte à jouer pour les Américains, et il ne fera pas, enfin, il ne fera rien d'autre, enfin, il ne fera pas différemment. Alors moi, je ne crois pas à ce genre de discours. Alors pourquoi, puisqu'on est au Maroc, alors quelqu'un me dit le Maroc c'est l'Amérique de l'Afrique. Oui, dans un sens, enfin c'est l'Amérique, je ne sais pas. Enfin, écoutez, moi personnellement, voilà, je pense que la Libye était l'Amérique de l'Afrique. Et malheureusement, on voit ce qui lui est arrivé. Voilà. Et donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le Maroc donne une illusion de prospérité, mais le Maroc enfin, la moitié du Maroc vit enfin, elle est analphabète. Elle n'a aucun accès à la santé, à l'eau potable, à l'électricité, etc. Enfin, je veux dire, bon, bien sûr, quand on va à Casablanca, Tanger, etc., mais ce sont des collaborations avec des multinationales. Bon, d'accord. Et donc, ça touche, mettons, ça favorise 10 à 20% de la population marocaine. Mais pour le reste, alors, enfin, je ne sais pas. Pourquoi le Maroc colonise le Sahara? Ah, bah, écoutez, je crois que j'en ai parlé déjà de cette question. C'est-à-dire, enfin, d'abord, j'ai fait une vidéo sur le Sahara. Et donc, vous pouvez aller sur YouTube et la retrouver. J'avais dit que le Sahara occidental était marocain, c'est-à-dire, enfin, historiquement parlant, il était marocain, mais que parce qu'il a eu une diplomatie très faible et parce il s'est associé avec les anciens colonisateurs, l'Espagne,
et la France pour écraser une rébellion 2 ans après l'indépendance. Donc il a laissé filer sa chance de récupérer le Sahara. Et au moment où il a voulu le récupérer, c'était un peu tard. Et l'Algérie lui met des bâtons dans les roues pour des raisons tout à fait compréhensibles. C'est pas, je ne justifie pas ça. C'est-à-dire, ce sont 2 États qui veulent qui veulent dominer la région. Et donc, c'est une lutte entre États pour dominer. C'est classique. Hein. La France et l'Allemagne se sont opposés pendant des siècles. La France et l'Angleterre aussi. Et le Maroc et l'Algérie se disputent, comment dire, la suprématie sur la région. Voilà. C'est de bonne guerre. Alors, quelque part, Reda Music. Quelque part, heureusement que le Maroc a idioté lors de la colonisation pour comprendre que le Maroc était une nation et un sultan. 2 siècles. Oui, oui. Mais vous savez, oui, d'accord. Enfin, c'est vrai que l'IOT, c'était la colonisation à visage humain. Voilà. Mais enfin, c'était le colonialisme. Voilà. Et c'était la répression terrible du RIF. Mais bon, voilà, il a fait son boulot. Et puis après, il y a d'autres qui sont arrivés, et puis il n'y a plus eu de colonisation à visage humain. Oui, alors le roi d'Arabie Saoudite passe toujours ses vacances là-bas. Effectivement, il a le plus grand palais du pays. Alors, plus grand que MC, je ne sais pas. Mais ça vaut le coup que je vous parle un peu de l'Arabie Saoudite et la présence des Arabes au Maroc. Enfin, des Saoudiens, voilà. Dans les années 80, Hassan II avait enfin, de toute façon, il avait toujours été lié aux monarchies du Golfe. Et il avait besoin des fois, on disait qu'il n'y avait presque plus de quoi payer les fonctionnaires au début du mois. Et c'est les Saoudiens qui faisaient un chèque. Bon. Mais il y avait des espèces de retour. Et donc, la ville de Casablanca a offert sur la Corniche, enfin pour ceux qui connaissent Casablanca, un terrain, enfin je ne sais pas, il a 3 ou 4 hectares. C'est colossal. Au bord de la mer, enfin, je veux dire, sur la Corniche. Et donc les Saoudiens ont construit un palais immense avec une mosquée. Et alors, cette mosquée-là, comme elle se trouve à côté de Ain Diab, c'est-à-dire le quartier chic, alors le vendredi, il y a beaucoup de Mercedes, alors des femmes parées, des hommes, etc. C'est très bien vu d'aller dans cette mosquée, etc. Mais il y avait aussi, et ça il faut que j'en parle parce que c'est une réalité, et d'ailleurs qui n'a pas disparu. Vous avez vu le film sur Marrakech qui s'appelle, comment s'appelle ce film qui est sorti il y a quelques mois? Si quelqu'un peut me dire vous savez, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été interdit au Maroc, etc. Il y a un titre anglais, je crois. Et dans les années 80, les Saoudiens arrivaient en masse au Maroc, quand je dis en masse, c'est par milliers, et ils cherchaient des filles. Voilà. Ils cherchaient des femmes, ils faisaient des partouzes avec de l'alcool, parce que chez eux, ce n'était pas possible. Et donc, et les chauffeurs de taxi, je me souviens de cette période, ils faisaient les rabatteurs pour les chercher des filles, voilà, et pour les Saoudiens. Et je vais essayer de répondre à Christian. Et c'était une période de folie. Enfin, et les Saoudiens payaient encore plus cher quand la fille était plus célèbre. Et enfin, c'était quasiment, enfin, c'était insupportable. Mais, ah oui, Much Love, voilà. Merci Jean. Allez voir ce film, il est, enfin, moi je trouvais sensationnel sur Marrakech. C'est-à-dire sur la mentalité, sur cet esprit de comment on achète. Et ce qui est terrible, c'est qu'apparemment ça continue. Et les Saoudiens, ils viennent avec leur fric et ils sont imbuvables. Enfin, je veux dire, c'est atroce. Voilà. Moi, bon. Alors, Christian me demande que penser de Nadia Yassine. Bien, très bien. Alors, Nadia Yassine, c'est la fille de son père. Enfin, si je me souviens bien, c'est-à-dire celui qui a fondé l'Adl wal Ihsan, c'est-à-dire
euh, la justice et le développement, enfin quelque chose comme ça. J'arrive pas à trouver la traduction. L'adl, ou l'ihsan, l'adl, c'est la justice. L'ihsan, ça veut dire l'amélioration, voilà. Enfin, je crois, mais bon. Et ce mouvement a été créé dans les années 90. Et il est toujours clandestin, quasiment clandestin. C'est-à-dire, en fait, il y a les islamistes du PJD, le Parti de Justice et Développement du Premier ministre actuel, ou qui était Premier ministre. Eux, ils ont joué le jeu du panier. Ça veut dire, ils se sont dit, bon, on renonce à pratiquement toutes nos exigences, etc. On participe au partage du gâteau, on participe aux élections. Mais alors, je vais vous raconter un truc qui est très marrant, parce que la première fois quand ils ont participé aux élections, la deuxième fois, le roi leur a dit, parce que le roi avait peur qu'il rafle la mise, même si c'était truqué, mais enfin, on ne sait jamais. Donc il leur a dit, vous allez présenter des candidats uniquement dans le tiers des circonscriptions. Et le PJD a dit d'accord. De toute façon, il voulait avoir sa part du gâteau. Et donc, bon, petit à petit, il a participé. Et comme on a vu que ce parti s'intégrait dans le jeu politique, financier, etc., bon, ben, il a eu le poste de Premier ministre, mais enfin, il n'a plus rien de révolutionnaire, d'islamiste, enfin, de musulman, de pureté, etc. Alors que l'Adl, ce sont des militants extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Nadia Yassine. Et vraiment, si je pouvais lui faire passer un message, enfin, je l'ai toujours admiré, même si je ne suis pas religieux, même si je ne partage pas. Parce que, en fait, le combat de ce mouvement, l'Adl wal Ihsan, c'est un combat sociétal, c'est un combat de progrès. Ils ouvrent, par exemple, des ateliers d'alphabétisation, des ateliers pour apprendre la couture aux femmes, pour leur apprendre à utiliser un ordinateur. Et ça, le système, il a horreur de ça. Et le roi, enfin le système envoie les flics pour les arrêter, pour fermer leurs ateliers. Il les harcèle, etc. Parce que ils se rendent populaires en travaillant auprès de leur population la plus défavorisée. Et vous savez, Cheikh Yassine, le père, l'Arhamo, quand M6 est arrivé au pouvoir, il était encore vivant et il a écrit une lettre ouverte. Quel Marocain, quel homme politique marocain aurait eu le courage de faire pareil? Et il a écrit une lettre ouverte et il a dit, le souverain, enfin le roi, il a interpellé le roi euh, et il lui a dit, voilà, bon, maintenant, on va démarrer sur de nouvelles bases. Il faut rapatrier tous les milliards que vous avez à l'étranger et les distribuer pour le bien du peuple. Évidemment, ce que le roi n'a jamais fait, mais bon. Donc, ce sont des purs, c'est-à-dire vraiment c'est un mouvement que je considère comme l'exemple de la pureté dans l'action et pour le bien du peuple. Et c'est pour ça qu'ils sont harcelés et ils ont un courage fantastique. Alors, Keltou me dit, alors toi, tu n'aimes pas le Maroc? Si, mais au contraire, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup mon pays, et j'aurais voulu qu'il se développe avec un peu plus de justice, vous savez que quand on voit le système de santé, quand je vois la corruption, quand on voit les riches, enfin il faut voir, vous savez, au moins sur Hassan II, on ne pouvait pas importer n'importe quelle voiture. Il y avait que des Mercedes. Voilà. Aujourd'hui, on voit des Porsche, on voit des 4x4, il y a des gens qui construisent des villas, enfin des tapes à l'œil. Et à côté, enfin c'est terrible. Non, non, enfin, moi j'aime le Maroc, mais au contraire, je souffre pour le Maroc, pour ce qu'il traverse. Voilà, bon. Vous savez, aimer le Maroc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer. Moi, et c'est vrai qu'il y a des nationalistes qui trouvent que quand on critique le Maroc, eh ben on n'est pas nationaliste. Et ça, enfin, c'est complètement ridicule parce qu'il faut être capable de critiquer son pays. Voilà. Alors, Christian Coadou, tout à fait d'accord, nous l'avons rencontré il y a 15 ans avec Le Monde.
tout ce que vous dites, je le crois aussi. Bon, merci. Enfin, justice et bienfaisance, voilà. Merci Ahmed Touzani, voilà. Oui. L'adl wal ihsan. Bon, vous savez, c'est très difficile au Maroc. Hassan II, il achetait tout le monde. Et c'est comme ça, celui qui ne se laissait pas acheter, par exemple le chef du Parti Socialiste, comment il s'appelle déjà, Bourbid. Je crois que c'est Bourbid, enfin bon, je peux me tromper. Mais enfin, il y avait un chef, et de temps en temps, il le mettait en résidence surveillée. Enfin, 3 mois, 6 mois. En fait, Hassan II jouait avec les gens comme le chat avec les souris. Et donc, il distribuait, c'est-à-dire, si on participait au festin général, alors là, il y avait de quoi faire. Vraiment, c'était fantastique. Même le Parti communiste, vous savez, il y avait un Parti communiste au Maroc qui s'appelle aujourd'hui le PPS, le Parti du progrès et du socialisme, je crois. Et vous savez par qui il a été créé? Par Hassan II. Ça, c'était Éric Laurent qui racontait ça dans son livre d'entretien avec Hassan II. Hassan II lui a dit un jour, vous savez, un jour, j'étais avec Ali Atta en voiture, et j'ai dit, Ali Atta, il faut créer un parti communiste pour moi. Et il a créé. Et donc, enfin, à la limite, c'est presque, enfin, c'est d'une drôlerie extraordinaire, enfin, un parti communiste qui, enfin bon. Et parce que moi, j'ai bien connu son fils qui était un collègue à la fac de droit. Voilà, bon, et c'est la politique, voilà, un peu, comment dire, c'est de la corruption, du pot de vin, et voilà, écoutez, je vais vous raconter une anecdote sur le Parti socialiste, et puis après, on va arrêter là. Vous savez, j'avais connu, comme je vous ai dit, j'ai connu pas mal de monde. Enfin, j'ai connu le fils d'Abraham Serfati et sa fiancée. Enfin, voilà. Et on allait un jour à Kenitra pour rendre visite à Abraham Serfati. Et cette femme m'a dit, moi je ne connaissais pas encore, je n'ai pas encore pénétré dans les méandres de la société marocaine. Et donc je croyais que les socialistes marocains, enfin ceux qui appartenaient au Parti socialiste, étaient des gens bien, etc. Et donc cette femme, bon, je ne sais pas la peine de son prénom, enfin, appelons-la Frida. Donc Frida, c'est pas son vrai nom, mais c'est pas grave. Donc Frida, un jour, on revient de Kenitra et elle me dit, on va s'arrêter à déjeuner à Rabat chez des amis. Je dis d'accord. Donc on va dans une villa magnifique, enfin bon, avec les serviteurs, etc. Enfin, bon. Et donc, enfin, le repas sensationnel. Et ah oui, les enfants étudient dans une école privée en France et ils allaient passer leurs vacances à Courchevel. Voilà. Donc, vous voyez un peu le style, hein, d'accord? Donc, moi, j'apprends tout ça, c'est-à-dire, on discute, et puis ils nous disent, oui, les enfants, on était à Courchevel, et puis ils sont dans une école privée, patati, puis le mari, il portait un pantalon, vous savez, les pantalons à carreaux, c'est avec lequel on joue au golf. D'accord? Alors, il dit, voilà, j'ai fait une partie de golf, etc. Et, enfin, c'était magnifique, et patati, et donc, voilà, le mari nous dit, oui, qu'il a une chaîne de supermarchés. Bon, on se quitte, merci, etc., au revoir. Et puis en voiture, Frida me dit, c'est un député du Parti Socialiste. Et là, ça m'a tué, parce que ça, c'est, voilà, voilà, enfin, le Maroc, à la limite, non, c'est charmant, mais en même temps, c'est terrible de voir ça. C'est un pays qui a des potentialités extraordinaires. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il se développe, mais ce développement, il se fait uniquement, par exemple, vers le tourisme, ou bien vers des connexions, ou bien, par exemple, en ouvrant des usines à Tanger, par exemple, Renault, etc., mais pour exploiter le salariat marocain, et ses bénéfices repartent à l'étranger, etc. Enfin, moi, enfin, c'est pas ma vision d'un développement harmonieux. Bon, voilà,
Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, je vous avais demandé, j'avais posé cette question sur Facebook à propos, pour faire le lien sur YouTube, et en même temps, si on pouvait faire un direct sur YouTube. Donc, j'apprécierais si quelqu'un peut m'aider à ça. Sinon, si vous avez des questions, vous me les envoyez. Enfin, vous savez, j'ai beaucoup de questions, je vous assure. Hein, j'ai beaucoup de questions. Mais malheureusement, je ne peux pas non plus, enfin, je ne peux pas répondre à tous, mais petit à petit, je réponds. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et donc, je vous salue tous. Et puis, peut-être dans 2 jours, je crois. Enfin, je mettrai un petit mot pour vous dire. Donc, très bonne soirée. Et puis, merci vraiment pour vos messages. Ça me touche beaucoup. J'apprécie beaucoup votre amitié, votre chaleur, etc. Et voilà. Et donc, on continue le combat. Bonsoir. Alors, Reda me dit qu'on peut faire des lives sur YouTube. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut prendre contact en privé, puis on dit comment on fait, d'accord? Allez, merci, ciao.